Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce conseil municipal. Donc, je vais procéder à l'appel. Lucie Boisdin. Présente. Alexandre Moulin. Présent. Marie-Hélène Casteil. Présente. Didier Anol. Présent. Thérèse Adou. Présente. Maxime Sanchez. Présent. Sylvie Delaunay. Karine Maineris-Bonfanti. Présente. Thierry Massotto. Marjorie Almendros. Présente. Louis Puitch, procuration à Franck Dadiès. Jocelyne Fréville. Présente. Mathieu Baille. Christelle Aracil. Présente. Éric Savine. Isabelle Dumec. Présente. Michel Bouscas, procuration à Didier Anol. Géraldine Blondel. Présente. Roland Hubert. Présent. Denis Jobert. Présent. Salvador Bagnouls. Christine Gadave. Présente. Allez, nous allons. Alors, il faut que je nomme une secrétaire de séance. Géraldine Blondel. Alors, la dernière fois, le 12 février 2025. Donc, vous avez eu les informations des décisions prises par délégation. Il n'y avait rien de particulier. Ensuite, a été voté le compte administratif 2024. Puis, le compte de gestion du Trésor public qui a été approuvé, en point numéro 2, l'affectation du résultat. En 4, la proposition de tarification du restaurant scolaire à l'attention des enseignants et personnels de l'éducation nationale. En 5, la convention de remboursement relative à l'entretien des voiries d'intérêt communautaire. Il y avait ensuite la convention de prestations complémentaires avec Perpignan Méditerranée Métropole relative à la compétence déchets. Il y avait ensuite l'acquisition via le PFL d'un bien situé inter rue des Roitelets. Puis l'avenant numéro 1 à la convention PUP du domaine Mirabet entre PMM, la SNC Opale, la SAS Titus et la commune. Il y avait ensuite la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur l'ensemble de la commune, Ponteilla et Nils. Il y avait, comme chaque année, la demande de plan à la pépinière départementale. Ensuite, en affaires diverses, il y a eu la lecture d'un courrier par M. Jobert et nous avons également discuté et débattu sur l'extinction de l'éclairage public. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce compte rendu? Oui. Juste une petite remarque sur le point numéro 7, c'est l'acquisition par le PFM. Oui. Oui. Alors, ça serait bien de dire quand même que le portage porte sur 50% et in fine 50% au bout de 15 ans. C'est in fine. Ça serait bien que ce soit noté. C'est vrai que c'était noté dans les pièces jointes que vous avez eues en tant qu'élu, et là, c'est pas noté. In fine. Ok. Pour ajouter, Oui. comprendre la chose un peu mieux. Bien sûr. Voilà. Ok. C'est noté? Ok, merci. Ce sera modifié. Alors, concernant ce compte rendu, est-ce que quelqu'un est contre? Monsieur Jobert. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, le premier point, comme à l'accoutumée, ce sont les décisions prises par délégation. Il y a seulement 3 renonciations au droit de préemption, donc rien de particulier. Le point numéro 1, le budget primitif, et non pas primitif, il manque un i. Le budget primitif 2025, Monsieur Anol. C'est sur l'exemplaire que j'ai, en tout cas, il manque un i. Oui, mais là aussi, ouais. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que les documents budgétaires et une note de synthèse de présentation ont été transmis à l'ensemble des élus depuis le 17 mars 2025, conformément au texte en vigueur pour la M57. Le contexte budgétaire pour cette année 2025 s'annonce exigeant. Tout d'abord, l'inflation prévue à plus 1,6 impacte directement les coûts de fonctionnement, notamment les dépenses énergétiques, les fournitures, les contrats d'assurance et les prestations de services.
En parallèle, la revalorisation des bases fiscales à hauteur de plus 1,7% offre une légère compensation. Toutefois, cet écart reste mince. La principale difficulté réside dans l'incertitude qui plane sur la capacité à anticiper les recettes et les dépenses, avec un budget de l'État en 2025 en pleine réforme. Par ailleurs, la commune n'a pas prévu de recours à l'emprunt, ce qui reste encore une option délicate par le fait des taux d'intérêt qui restent à un niveau toujours élevé. À cela s'ajoute une augmentation de la cotisation employeur de la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents et des collectivités locales, de 3%. Cette hausse alourdit les charges de personnel, qui constituent déjà une part importante des dépenses de la commune. De surcroît, la fin de l'exonération d'un point de taux de cotisation de la branche maladie du régime spécial vient encore accentuer cette pression. Ces deux mesures combinées entraînent une augmentation significative des coûts salariaux. Donc le budget prend en compte les reports des restes à réaliser des travaux de 2024 en dépenses et en recettes d'investissement pour un montant de 186 801 € en dépenses et de 209 891 € en recettes. Les subventions sollicitées pour les travaux, notamment du square Guimalet, seront inscrites lorsque le montant attribué sera connu. Le budget intègre aussi la dissolution du Civu des Aspres et prévoit des crédits budgétaires directement au chapitre d'investissement, le chapitre 23, concernant les projets des voiries 2025. Après des ajustements de remboursement favorables à la commune en 2024, l'attribution de compensation de Perpignan Méditerranée Métropole est fixée en 2025 à 41 706 € au lieu de 103 749 € en 2024. À noter que les fonds de concours disponibles de PMM de 2024 et 2025 sont inscrits en recettes de section d'investissement pour un montant de 160 221 €. Les PUP du lotissement Racine sont également inscrits en section d'investissement pour un montant de 149 420 €. Compte tenu des dépenses de 2024, le niveau des charges générales est fixé à 821 600 €, en hausse de 5% par rapport aux prévisions de 2024. Le budget confirme le soutien au secteur social avec une subvention au Centre communal d'action sociale, le CCAS, à hauteur de 30 000 €. Les subventions aux associations et aux écoles sera proposée au vote à hauteur de 35 000 €. La masse salariale de la commune est budgétisée en hausse de plus 8,80% par rapport aux prévisions 2024, en lien avec le contexte des hausses de charges. À noter la poursuite de la mise à disposition des policiers municipaux près de la commune de Lupia, qui permet à la commune de percevoir environ 15 000 € par an. Les intérêts de la dette se situent à 50 000 € et un capital à 187 000, soit une annuité globalement stable, sans emprunt envisagé depuis 2 ans, mais qui prend en compte la part communale de l'emprunt mutualisé avec le Civu des Aspres, désormais intégré dans la dette, pour un capital de 143 180 € avec un taux fixe de 1,37, une annuité trimestrielle de 3 205 € et une date de fin de remboursement en 2036. Compte tenu des taux actuels, le budget ne prévoit pas de nouvel emprunt pour financer la section d'investissement, ce qui permettra de désendetter la commune. La recette exceptionnelle de section des 2 terrains permet d'inscrire, après déduction des taxes, un montant d'1 060 560 € au compte 24. Le solde d'excédent du Civu des Aspres est également inscrit en section d'investissement pour un montant de 182 000 € au compte 138. La réalisation des travaux sur le domaine communal, avec un budget ouvert de plus d'1 912 881 € au chapitre 23, constitue les principales dépenses d'investissement de l'année 2025. Le budget prend en compte la politique d'acquisition foncière de la commune avec le PEFL Perpignan Méditerranée pour une contribution au portage d'un montant de 38 000 €. Ce dernier budget du mandat reflète une gestion responsable et tournée vers l'avenir. Malgré un contexte économique tendu, nous faisons preuve de résilience et de pragmatisme en protégeant le pouvoir d'achat des habitants sans augmenter les impôts, tout en maintenant une politique d'investissement ambitieuse et équilibrée. La commune poursuit son travail d'optimisation des dépenses, d'exploration de nouvelles sources de financement, les subventions, les PUP, les fonds de concours, les ventes de terrain,
pour réaliser les investissements. Elle assure une veille économique et de contrôle de gestion constant afin de réagir rapidement à toutes les évolutions de la situation liées aux décisions de l'État sur les dotations perçues. Ce budget marque l'aboutissement d'une politique budgétaire rigoureuse et efficace au service des habitants et du développement de la commune. Donc ensuite, vous avez le tableau qui indique les différents montants en charge de fonctionnement. Donc sur les dépenses en charge générale, on a donc budgétisé 821 600 €. En charge de personnel, 1 848 706 €. Le virement à la section d'investissement se montera à 613 406 €. Les autres charges de gestion courante à 178 000 €. Les charges financières donc, à 50 000 € et les charges spécifiques à 23 000 € pour un montant total de 3 534 712 €. Sur les recettes, le résultat de fonctionnement reporté de 682 200 €, l'atténuation des charges, c'est-à-dire les remboursements sur les rémunérations de personnel de 120 000 €, la fiscalité locale à 1 862 642 €, les produits de service à 235 500 €, l'impôt et taxes à 106 716 € et les dotations et participations à 505 654 €. Les autres produits de gestion pour 22 000 €, pour un solde de 3 534 712 €. Pour la partie investissement, dans les dépenses, nous avons le solde N-1 qui est à 225 770 €, les emprunts et dettes à 187 000 €, les immobilisations incorporelles à 43 434 € et les immobilisations corporelles à 266 093 €. Les immobilisations en cours pour 1 912 881 € et le portage EPFL à 38 000 € pour un total de 2 673 179 €. Pour la partie recette, donc le virement en section de fonctionnement de 613 406 €, les dotations fonds divers et réserves de 90 000 €, l'excédent de fonctionnement capitalisé de 202 679 € et les subventions d'investissement pour un montant de 706 532 €. Les emprunts 0 et les produits de cession immobilière à 1 060 560 €, pour un solde équilibré de 2 673 179 €. Est-ce qu'il y a des demandes, des questions, des explications déjà, à apporter? On note l'arrivée d'Éric Savine. Oui. Donc, Monsieur Savine. Alors vous avez tous reçu le détail du budget primitif. Donc si vous avez des questions ligne par ligne sur les dépenses, les recettes, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Pas d'intervention? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point numéro 6, les taux d'imposition 2025. Donc, je vous rappelle que depuis le début du mandat, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition, en tout cas pas par décision communale, il est bien de le rappeler. Toutefois, la valeur locative des bases foncières évolue naturellement, entraînant une augmentation des bases fiscales. Ainsi, la valeur locative des bases foncières bâties passe de 2 769 458 € à 2 842 000 € en 2025, soit une évolution de 2,62%. Cette évolution découle de la revalorisation automatique des bases décidée au niveau national de plus 1,7% et de l'évolution à la hausse du nombre d'habitations sur Ponteilla et Nils. Par ailleurs, la compensation de l'État relative à la suppression de la taxe d'habitation perçue par la commune passe de 341 000 € en 2024 à 350 558 € en 2025, soit une augmentation de 2,80%.
Concernant les taux communaux, ceux-ci demeurent inférieurs aux moyennes départementales. Il est bon aussi de le rappeler. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est maintenu à 39,74%, en tout cas c'est ce que je vous propose, alors que la moyenne départementale est de 45,17%. Et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est à 51,08% contre une moyenne départementale de 53,08%. Le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires reste à 23,88%, en deçà du taux départemental, 25,86%. La base foncière de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires connaît une baisse en raison de la mise à jour effectuée par les services fiscaux sur l'occupation réelle des bâtiments et les déclarations des propriétaires. Ainsi, la base foncière passe de 201 147 € à 193 900 € cette année, soit une diminution de moins 3,60%. À compter de 2025, il faut savoir que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne s'appliquera plus qu'aux résidences secondaires stricto sensu. Il y a une suppression de l'imposition des locaux à usage professionnel et notamment associations, maisons d'assistantes maternelles, structures d'hébergement d'urgence pour les personnes en difficulté, locaux à usage privatif des établissements d'enseignement privé, foyers d'accueil médicalisés. Clarification et unification de la non-imposition des locaux destinés à l'hébergement des personnes en difficulté et sécurisation juridique du dégrèvement de la taxe d'habitation en faveur des Français et de l'étranger revenant d'une zone de crise, avec une extension aux agents civils et militaires. En conclusion, la politique fiscale de la commune demeure stable, sans augmentation des taux d'imposition et suit les évolutions réglementaires et économiques des bases fiscales afin d'assurer un équilibre budgétaire responsable. Donc je vous propose les taux tels qu'ils sont sans augmentation, que vous avez sous les yeux. Taxe foncière bâtie 43,36, taxe foncière non bâtie 46,21 et taxe d'habitation pour les résidences secondaires résidence principale 19,96. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet concernant les taux d'imposition? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, subvention aux associations et aux projets des sorties scolaires. Madame Boisdin. Merci, monsieur le maire. Donc, il convient de se prononcer sur l'attribution des subventions aux écoles de la commune et aux associations présentant un intérêt pour la commune de Ponteilla-Nils. Le document de synthèse a été fourni aux élus. Conformément au texte en vigueur, les élus qui occupent une fonction de direction dans l'association, président, trésorier, secrétaire, etc., quittent la salle au moment du vote. Il est proposé au conseil municipal le versement des subventions aux associations pour l'année 2025 comme suit. Alors, foyer rural. Attends. Du coup, Maxime Sanchez sort de la salle. Alors, foyer rural, 6 000 €. On les vote au fur et à mesure. Ouais, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Amicale des sapeurs-pompiers. Monsieur Savine sort de la salle. Alors, 400 € pour l'amicale des pompiers. Qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Merci. Pour l'association Acachasse Ponteilla-Nils, 700 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Comité des fêtes. Monsieur Moulin sort de la salle. Je vais rester les deux là-bas. Et oui, Ah ben oui. Oui, on passera. Ah ben oui, on va inverser l'ordre comme ça, oui. Comité des fêtes de Nils, 1850 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Si. On va passer Donc, le on passe RCP. au RCP directement. On profite que monsieur Moulin soit sorti de la salle. 6 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, Ponteilla Yoga. Madame Fréville quitte la salle. Donc, Ponteilla Yoga, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Bowling Club Ponteilla, 1500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Phoenix d'Aujan, 950 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Aurore Équitation de Nils, 600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les Sockers, Ponteilla Nils, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. SDC Rythmique, qui est contre? 500 €, pardon. 500, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Jambalaya Club, 650 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Econature 66. Madame Casteil quitte la salle. Econature 66, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À tout cœur, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passera à la fanfare à la fin. Comme ça, Lucie sortira. Objectif image, 350 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors on passe à l'UNRPA. Donc, Madame Adou quitte la salle. UNRPA, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je ne sais pas quelle porte prendre. Les aînés ruraux. Elle est plus près de la sortie. Merci. Les aînés ruraux. Donc, les aînés Monsieur ruraux. Jaubert sort de la salle. Aînés ruraux, 800 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Attendez, rappelez Monsieur Jaubert. Et jusqu'alors, c'était l'autre. Pour J'aime la couture, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour l'association Marque-Page, 250 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le printemps de l'Aspre, 350 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour la boxe Savate 66, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Médecine aide présence 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour récréation 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le rugby club de l'Aspre 900 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le challenge 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour Implicat, 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On fera les écoles. Ok. Hop là, ça, c'est vous qui sort. Donc pour la fanfare, le Rossio Street Band, donc Madame Boisdin a quitté la salle, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et du coup, pour les projets des deux écoles, je propose que M. Moulin, qui a en charge l'enfance, jeunesse et les affaires scolaires, en dise un mot et vous fasse voter les deux sommes. Alors, monsieur le maire, merci de la parole. Donc, l'école élémentaire de l'oncle Jules, cette classe, on avait basé déjà sur l'année dernière à peu près un budget de 1 000 € par classe. Donc, cette année, je vous propose de garder ce même budget par classe, ce qui fait une subvention de 7 000 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie pour eux. L'école maternelle Anthony Gaudi. L'année dernière, ils avaient eu 1 000 €. Cette année, on augmente un petit peu la subvention par rapport à 1 100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci également pour eux. Merci, monsieur le maire.
Merci. Alors avant de passer au point suivant, je voudrais quand même préciser que bon nombre d'associations avaient été augmentées l'année dernière. Certaines le sont cette année. On a aussi de nouvelles associations qui nous ont sollicité. Je ne citerai que le Challenge, par exemple, qui sont présents dans la salle en plus. Tout ça pour dire qu'on a attribué un budget supplémentaire de 1 000 € pour les associations, ce qui n'est pas négligeable sur l'année par rapport à l'année dernière. Le point numéro 8, subvention au Centre communal d'action sociale. Madame Adou. Alors, après plusieurs exercices en baisse, le Centre communal d'action sociale a stabilisé son résultat financier avec le soutien de la commune et des actions de gestion. Compte tenu de la situation actuelle et des actions menées par le CCAS dans les missions qui ne sont pas liées directement au service d'aide à domicile, Monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer la subvention d'équilibre à hauteur de 30 000 € au budget 2025. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 9, la modification du tableau des effectifs. Monsieur Hanol. Oui, donc pour une mise à jour du tableau des effectifs suite à la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet et d'un poste d'adjoint technique au 25-35e. Ce ne sont pas des nouveaux postes, ce sont des corrections de temps de travail par rapport à des postes existants. Disons que le temps complet était à 32-35e et le 25-35e était à 20-35e. C'est pour mettre un peu plus en corrélation avec les besoins de service. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 10, l'approbation d'une convention pour la conservation d'un plan graphique de l'église paroissiale Saint-Étienne de Ponteilla. Monsieur Sanchez. Alors, dans le cadre du programme Plan Objet 66, initié par le Centre de conservation et de restauration du patrimoine, une nouvelle phase d'intervention est prévue en 2025. Cette phase concerne la conservation d'un document graphique appartenant au patrimoine de l'église paroissiale Saint-Étienne de Ponteilla. Ce programme, mis en place depuis 2002, vise à assurer l'inventaire, l'évaluation sanitaire et la préservation du patrimoine religieux et du mobilier des édifices concernés. Après l'étape d'examen et de diagnostic réalisée précédemment, une intervention de conservation préventive et curative est désormais programmée. Ainsi, en 2025, un restaurateur spécialisé interviendra au sein des locaux du CCRP pour effectuer des traitements de conservation sur un élément graphique appartenant à l'église. Cette mission s'inscrit dans la continuité des actions engagées pour préserver les documents historiques de la commune. Une convention doit être signée entre le département des Pyrénées-Orientales et la commune de Ponteilla, établissant les modalités de cette intervention. Le financement est assuré par la direction régionale des affaires culturelles, Occitanie, sans participation financière requise de la commune. Je vous demande donc d'approuver la signature de la convention avec le département des Pyrénées-Orientales, permettant ainsi la mise en œuvre de cette action de conservation dans le cadre de Plan Objet 66. Donc pour cette signature de convention, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 11, la mise à disposition de boîtes à clés sécurisées pour les personnes âgées bénéficiaires, personnes âgées ou personnes vulnérables ou personnes en situation de dépendance bénéficiaires de la téléalarme afin de faciliter l'accès des secours en cas d'urgence. Alors je souhaite vous proposer que la municipalité mette à disposition des boîtiers à clés sécurisés pour toute personne qui souscrit la convention téléalarme auprès de nos services via la communauté de communes des Aspres avec qui nous sommes en convention. Donc les personnes qui souscrivent la téléalarme sont forcément des personnes en situation de dépendance ou en perte d'autonomie, tout au moins. Et ces personnes-là, souvent,
ont des difficultés à recevoir les personnes qui doivent venir chez elles, le médecin, l'infirmière, l'aide ménagère du CCAS ou autre. Et surtout, cela peut causer problème en cas de soucis faisant appel aux sapeurs-pompiers. Chute, malaise, etc. Et donc ces personnes nous sollicitent depuis plusieurs années pour la mise en place de boîtiers sécurisés dans lesquels on laisse les clés. Vous connaissez tous ces boîtiers, il y a un code, on laisse les clés dedans. Et jusqu'alors, les gens achetaient le boîtier, mais souvent il y avait une double difficulté. Ils ne pouvaient pas aller acheter le boîtier eux-mêmes. Ils sont en situation de dépendance, de perte d'autonomie, ils n'ont pas forcément de la famille ou du monde autour. Donc on faisait l'achat pour eux. Alors, ils remboursaient, enfin ils payaient, mais je veux dire, on faisait le déplacement pour aller acheter le boîtier, et voire même on installait le boîtier. Et donc la proposition que je vous fais, c'est que la commune mette à disposition gratuitement un boîtier qui sera apposé à nos services, qui sera lié à la convention de téléalarme. Le jour où la convention de téléalarme s'arrête, on récupère le boîtier. Donc c'est un investissement pour la commune, mais ce n'est pas un gros investissement, parce que si on a 5, 10 ou 20 boîtiers à un moment donné qui sont installés, à terme, on les récupère et on les remet en service, puisque ce sont quand même des éléments qui ne s'abîment pas comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un service supplémentaire pour les personnes âgées de la commune, pour les personnes en situation de perte d'autonomie, et qui ne leur coûtera rien. Ils signeront juste une convention avec la municipalité pour la mise à disposition et l'installation du matériel. Ils nous autoriseront à faire 2 trous dans leur mur pour poser le boîtier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Donc on communiquera dès les jours à venir sur ce nouveau dispositif. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 12, l'adhésion de la commune au programme Ville aidante aux côtés de France Alzheimer et maladies apparentées. Madame Boisdin. La maladie d'Alzheimer et les pathologies apparentées touchent un nombre croissant de personnes en France, avec une prévision de 1,4 million de malades en 2025. Cette réalité impacte non seulement les individus atteints, mais également leurs familles et l'ensemble de la communauté. Dans ce contexte, il est essentiel que les collectivités locales s'engagent pour soutenir les personnes concernées et favoriser une société plus inclusive. L'adhésion de notre commune au programme Ville aidante Alzheimer, initié par l'association France Alzheimer et maladies apparentées, représente une opportunité significative pour répondre à ces enjeux. Créée en 1985, l'association est reconnue d'utilité publique depuis 1991. France Alzheimer et maladies apparentées est la seule association nationale de familles dédiée à cette cause. Elle s'appuie sur un réseau de 101 associations départementales, y compris en Outre-mer, mobilisant plus de 2200 bénévoles. Ses principales missions sont écoute et soutien pour accompagner les personnes malades et leurs proches aidants. La formation pour former les aidants bénévoles et professionnels de santé. Information et sensibilisation pour informer le grand public et interpeller les pouvoirs publics. La recherche, financer des projets de recherche pour mieux comprendre et traiter la maladie. Le programme Ville aidante Alzheimer, lancé en 2019 avec le soutien de l'Association des maires de France, le programme Ville aidante Alzheimer vise à encourager les collectivités locales à rendre l'espace public plus accueillant et inclusif pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs familles. En adhérant à une charte d'engagement réciproque, les municipalités s'engagent à faciliter la mise en place d'actions concrètes en faveur des personnes malades et de leurs proches. À ce jour, plus de 170 collectivités, dont Montpellier, Poitiers, Nîmes, Nice et Pau, ont rejoint cette dynamique. Les collectivités engagées dans ce programme développent diverses initiatives telles que activités inclusives, en organisant des ateliers de jardinage, des cours de danse, d'activités sportives adaptées, en favorisant le maintien des liens sociaux et l'inclusion des personnes malades dans la vie de la cité. Les partenariats culturels, en collaboration avec des institutions culturelles pour proposer des visites adaptées, des ateliers artistiques permettant aux personnes malades et à leurs aidants de partager des expériences enrichissantes. Formation et sensibilisation, mise en place de sessions de formation pour les acteurs de proximité, pompiers, gendarmes, commerçants, afin de mieux comprendre la maladie et d'adopter les comportements appropriés envers les personnes atteintes. Les bénéfices pour notre commune.
L'adhésion de notre commune au programme Ville aidante Alzheimer offrirait plusieurs avantages. Soutien aux habitants concernés, améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches en proposant des services et des activités adaptés. Renforcement du lien social, favoriser l'inclusion et la participation active des personnes atteintes dans la vie communautaire, réduisant ainsi leur isolement. Valorisation de l'image de la commune, affirmer notre engagement en faveur d'une société solidaire et inclusive, renforçant ainsi l'attractivité de notre territoire. En rejoignant le programme Ville aidante Alzheimer, notre commune démontrerait sa volonté de soutenir activement les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer et leurs familles. Cette démarche s'inscrit dans une politique locale de solidarité et d'inclusion, contribuant à bâtir une société plus attentive aux besoins de chacun. Il est donc recommandé que le conseil municipal délibère favorablement sur l'adhésion de la commune à ce programme, en partenariat avec l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Voilà, donc nous avions reçu avec M. Hanol, le président départemental de cette association, et il n'y a pas d'engagement financier de la commune. L'engagement, c'est un engagement à faire du lien entre des activités, les personnes malades, éventuellement les aidants aussi, qui des fois ont aussi besoin de déconnecter, de participer à des activités. Et donc, après, il y a toute une dynamique mise en place par l'association départementale qui viendra aussi reprendre contact avec nous à partir du moment où on aura acté cette avancée. Voilà. Pas de questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 13, le lancement du plan de végétalisation au pas de porte dont nous avions déjà parlé, avec cette fois-ci la mise à disposition de plantes aux résidents volontaires avec signature d'une charte. Madame Casteil. Merci. Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de l'engagement pour la transition écologique, la commune de Pontéyanis a souhaité mettre en place une action collective et citoyenne de végétalisation des espaces publics. Ce projet s'inscrit dans une démarche participative visant à impliquer les habitants dans la gestion de leur environnement urbain et à renforcer la biodiversité tout en embellissant les rues et les quartiers. Le projet de permis de végétaliser permet aux habitants de fleurir et d'embellir les espaces publics devant leur domicile ou leur lieu de travail, tout en apportant de nombreux avantages, parmi lesquels l'embellissement des rues et des quartiers, la création de corridors écologiques pour favoriser la biodiversité, l'amélioration de la qualité de l'air et le rafraîchissement des zones urbaines, le renforcement du lien social entre voisins et une participation active à l'entretien des espaces communs. Quel est le principe du permis de végétaliser? Il permet à toute personne souhaitant fleurir un espace public à proximité de son domicile ou de son lieu de travail de soumettre une demande. Le projet peut inclure 3 types de végétalisation, soit le microfleurissement avec des plantes basses, soit le microfleurissement avec des plantes grimpantes, soit la plantation au pied des arbres glissants. Les habitants intéressés doivent remplir un formulaire de demande disponible à la mairie ou en ligne. Ce formulaire comprend la description de l'espace concerné, le type de végétalisation choisi, ainsi qu'un engagement à entretenir l'espace végétalisé, les plantations, l'arrosage, la taille, le remplacement des végétaux, etc. Les participants doivent respecter quelques règles et s'engager. Ils peuvent choisir les végétaux adaptés au climat méditerranéen parmi une palette qui leur est offerte, parmi une palette préconisée. Ils doivent s'engager à entretenir les plantations. Ils ne doivent pas utiliser de produits phytosanitaires et respecter la charte de végétalisation. Ils doivent s'assurer que l'espace végétalisé ne gêne pas la circulation et respecte les normes d'accessibilité, par exemple sur les trottoirs aux personnes à mobilité réduite, etc. En retour, la mairie s'engage à fournir les plans, la terre et le paillage nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi qu'à réaliser les travaux d'aménagement de l'espace, les percées du trottoir, la préparation du sol, etc. Quel est le processus et les modalités mises en place? Pour obtenir un permis de végétaliser, c'est assez simple. Les habitants intéressés remplissent un formulaire et le soumettent à la mairie. Les services communaux effectuent
une étude de faisabilité technique. Une fois validée, la mairie attribue le permis et fournit les ressources nécessaires. Et la mairie prépare le terrain, fait la percée des sols, etc., comme dit précédemment plus haut. Le participant signe une charte d'engagement pour l'entretien de l'espace et en cas d'abandon ou de mauvais entretien de cet espace, le permis pourra lui être retiré. Il est donc proposé au conseil municipal de valider ce projet de permis de végétaliser en considérant les objectifs écologiques, esthétiques et sociaux qu'il représente pour la commune. L'approbation du règlement et de la charte de végétalisation définissant les modalités de participation et les engagements des habitants, la mise en œuvre immédiate du projet auprès des habitants en fournissant les ressources nécessaires, les plans, la terre, le paillage, et de donner délégation à Madame Casteil, adjointe chargée de l'environnement, pour suivre l'application de ce programme, pour traiter les demandes et pour veiller au bon entretien des espaces végétalisés. Cette initiative permet d'impliquer activement les habitants dans la gestion de leur cadre de vie, tout en renforçant l'engagement de la commune pour la nature en ville. Elle est aussi une belle opportunité de créer du lien social et de favoriser une meilleure qualité de vie pour tous. Est-ce qu'il y a des questions sur ce programme de végétalisation au pas de porte? Non. Il y a déjà des personnes qui ont signé ou qui sont prêtes à signer, deux ou trois, je crois. Oui, voilà. Donc ça commence. Voilà. Après ça. Est-ce que des personnes sont contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Oui, moi. Oui. Une abstention. On peut rajouter peut-être que l'étude de faisabilité, effectivement, s'assure que les plantations n'endommagent pas les canalisations ou les réseaux enterrés. Le point numéro 14, donc proposition de nomination de la salle municipale de l'ancien siège du rugby situé au 12 avenue de Perpignan. Donc c'est un lieu très fréquenté, peut-être moins qu'à l'époque où ce fut le siège du rugby, mais encore très fréquenté aujourd'hui. Il y a quelques associations qui l'utilisent. On y réalise également plusieurs fois par an des bougnettes. Il y a quelques associations qui s'y réunissent et c'est vrai que je trouvais dommage que l'on l'appelle toujours ancien siège du rugby. Donc bon nombre de salles ont été dénommées au fil du temps. Hein, et donc ce que je voulais vous proposer moi ce soir, compte tenu de l'histoire de cette salle qui a justement longtemps abrité le siège du rugby, je voulais vous proposer qu'elle porte le nom d'un ancien adjoint au maire, qui a été donc élu adjoint au maire et qui a été surtout président du RCP pendant de très nombreuses années et qui nous a quittés cette année, Raymond Gallard. Donc cet espace deviendrait l'espace Raymond Gallard, avec l'ensemble des salles, puisqu'il y a le rez-de-chaussée et l'étage. Donc je le redis, ancien adjoint au maire et ancien président du RCP. Donc la famille en a été avertie, la famille est d'accord et en est ravie de notre proposition. Donc ce sera un bel hommage qui lui sera rendu. Et donc bien sûr on apposera une plaque comme ça a été fait sur la salle André Aubarère ou la salle Isidore Rovira en mémoire à d'anciens adjoints ou des personnes qui se sont investis pour la commune. Et donc est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc la salle située au 12 avenue de Perpignan s'appelle désormais Espace Raymond Gallard. Le point numéro 15, cession à la commune par l'EPFL du bâtiment situé rue Racine, dit ancienne écurie, section AH 551, en vue de la réalisation d'un parking. Monsieur Sanchez. Alors, à notre demande, l'établissement public foncier local a acquis un bâtiment situé rue Racine,
désignée comme l'ancienne écurie, section AH 551, à la commune en vue de l'aménagement d'un parking. Afin d'engager les travaux prochainement, il est proposé la rétrocession de ce bâtiment à la commune pour la création d'un parking. Le prix d'acquisition du bâtiment est fixé à 120 000 €, dont la commune a déjà versé 8 000 € d'annuité dans le cadre du portage foncier, représentant un soutien financier significatif de l'EPFL pour faciliter l'acquisition. Il reste donc un solde à régler de 112 000 €. L'établissement public foncier local propose des conditions favorables pour la commune, facilitant ainsi l'opération sans contrainte financière immédiate, avec un paiement différé de plusieurs mois. L'EPFL propose également une aide financière pour le financement des études et des travaux de démolition liés à l'aménagement du site. Ces subventions visent à alléger la charge financière de la commune en lui apportant un soutien pour les études préalables nécessaires à la réalisation du projet ainsi que pour la démolition des bâtiments existants. Ce financement permet de couvrir une partie des coûts liés à ces étapes préparatoires, garantissant ainsi que les ressources de la commune soient optimisées et que le projet puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Ces subventions témoignent de l'engagement de l'EPFL à accompagner les communes dans leurs projets d'aménagement, tout en facilitant la mise en œuvre des projets d'intérêt public comme celui-ci. Je vous demande donc d'approuver l'acquisition du bâtiment pour un montant total de 120 000 €, dont le solde restant à régler est de 112 000 €. Cette acquisition permettra de réaliser un parking sur le site avec des avantages pour les habitants que pour les visiteurs, tout en respectant les engagements financiers favorables négociés avec le PFL. Donc on peut préciser peut-être, on peut préciser peut-être, Maxime, le nombre de places de parking qu'on imagine créer. Ben, on est en train de l'étudier, mais on serait entre 7 et 8 places, dont une à mobilité réduite. Voilà. Il y a des questions, Monsieur Jaubert. Oui, je voudrais savoir où ça se trouve. Juste là, l'angle de la rue Racine, c'est un bâtiment. Voilà, tout à fait. C'est le bâtiment dont on avait fait l'acquisition. Voilà. Donc l'idée, c'est bien, au fur et à mesure, de créer du stationnement dans le cœur de ville. Donc aujourd'hui, la première approche, c'est ce bâtiment-là où on devrait avoir 7 à 8 places de stationnement. L'approche suivante, comme vous avez pu le voir lors des vœux du maire, c'est la création de stationnement à l'entrée du square Guimalet. Plus tard, on imagine de la création de stationnement route du Soleil en face de la police municipale si l'on démolit une partie du bâtiment de Soras. Il y a eu des places de stationnement créées vers le restaurant scolaire. Il va y avoir des places faites en épi proche de l'école. Tout ça pour dire que nous faisons le maximum en cœur de ville pour créer du stationnement, mais il faut aussi que les habitants fassent un effort de bien vouloir marcher un peu, de 200 ou 300 mètres, parce qu'on a des problèmes récurrents avec des véhicules garés, mal garés, garés sur des arrêts minutes qui pénalisent les commerçants et l'économie locale, alors qu'il y a des places libres au moment même, à une certaine distance de ces emplacements-là. Donc c'est vrai que c'est difficile. Je reconnais que le cœur de ville autour de la place de la République, certains axes sont à certains moments bien occupés. Hein. Ne parlons pas de la place du foyer rural, hein, à certains moments, encore une fois, puisque évidemment à d'autres moments ça se libère. Mais pour autant, rue du Masdeu également, en rendant la rue en sens unique, tout le côté droit permet de stationner. Donc je demande encore une fois aux habitants de bien vouloir faire l'effort de chercher et de marcher un peu jusqu'aux places de stationnement, et d'autant plus qu'on en crée et qu'on va en créer. Voilà. Puisque récemment, il a été répondu aux policiers municipaux, je reste garé ici parce que monsieur le maire ne crée pas de stationnement. Donc je donne réponse à ce texte-là aujourd'hui publiquement. Donc, concernant ce point numéro... Oui. Pardon, monsieur Jaubert. J'ai entendu 6 ou 7 places. Oui. 7 ou 8, 7 ou 8, pardon. Et finalement, c'est à une intersection. Oui, mais les places de stationnement, une fois que vous rentrez dans la rue Racine, les places de stationnement sont en... Oui, c'est en oubli. Je demande, hein, parce que... Oui. Non, mais elles sont exactement comme... La rue Racine avec l'avenue de la Gare, finalement, c'est... Hein, oui, oui. C'est quand même un endroit où il y a pas mal de passages. Oui. Hein, où il y a des voitures qui sont bien garées, d'ailleurs, en face d'un portail. Je me demande comment vous allez faire pour arriver à placer
7 ou 8 voitures. On a déjà les plans. Ah bon. La profondeur. Oui, On se posait la question avant d'avoir les plans. La profondeur est assez grande pour permettre les manœuvres et le stationnement sur ces 8 places, même si toutefois il y avait un véhicule garé en face. Si c'était votre inquiétude. Le projet était également d'y intégrer un espace vert, mais on a souhaité le réaliser justement à l'intersection de l'avenue de la Gare et de la rue Racine. C'est-à-dire que... Parce que l'étude faisait que mettre des plantations au pied des habitations, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Donc pour pouvoir implanter un espace vert en cœur de ville, on a choisi d'aligner dans la rue Racine 7 ou 8 stationnements, dont un PMR, avec un espace vert à l'angle de l'avenue de la Gare pour décaler ces stationnements. Tout en facilitant l'angle, que ce soit plus, que ce soit en arrondi. Tout à fait. Voilà, Oui. voilà. Oui. Donc, quand on dit arrondi, finalement, on a tendance à rentrer à l'intérieur de la parcelle. Oui, si vous voulez. C'est pour ça que je vous demande. Pas si je veux, j'ai sûr que c'est comme ça. Ok. D'autres questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 16, rétrocession à Perpignan Méditerranée Métropole des parcelles 521 et 526 du lotissement Fondelsorts. Monsieur Sanchez. Dans le cadre de l'évolution de l'aménagement du lotissement Fondelsorts, il convient de rappeler qu'au cours de l'année 2024, les parties communes de ce lotissement ont été intégrées au domaine public communal. Cette décision a permis la gestion des infrastructures publiques du lotissement au niveau communal. Toutefois, certaines parties de ces infrastructures, à savoir le bassin de rétention et le poste de relevage, relèvent des compétences communautaires et sont sous la gestion de PMM. Ainsi, il est désormais nécessaire de procéder à la rétrocession de ces équipements spécifiques. Cette rétrocession vise à assurer la continuité de la gestion et de l'entretien de ces installations en conformité avec les compétences de PMM en matière de gestion des eaux pluviales et d'assainissement. Donc, pour rappel, les éléments à rétrocéder sont le bassin de rétention, qui est un équipement essentiel pour la gestion des eaux pluviales et qui relève de la compétence de gestion des eaux pluviales par PMM. Le poste de relevage, qui est responsable du pompage et du transport des eaux usées et qui doit être également transféré à la communauté d'agglomération. Je vous demande donc d'approuver la rétrocession de ces infrastructures à Perpignan Méditerranée Métropole dans le cadre de la mise en place des compétences communautaires de gestion des eaux pluviales et de l'assainissement. Des questions sur ce sujet? Non, tout le monde a compris. Donc, bassin de rétention et poste de relevage qui seront rétrocédés à Perpignan Méditerranée Métropole. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 17, la convention avec Perpignan Méditerranée Métropole, comme chaque année, pour la diffusion du magazine de l'Agglo. Madame Casteil. Merci. Le Conseil municipal approuve la convention avec Perpignan Méditerranée Métropole pour la diffusion du magazine trimestriel l'Agglo dans notre commune. La commune s'engage à distribuer 1700 exemplaires par parution, en contrepartie de quoi Perpignan Méditerranée Métropole versera à la commune 400 euros et 1 centime par distribution, TTC. Le Conseil autorise le maire à signer tous les actes nécessaires relatifs à cette convention. Pas de questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 18, c'est le lancement du marché concernant le projet d'aménagement du square Guimalet. Monsieur Sanchez. Vu le code de la commande publique et notamment des dispositions concernant les marchés publics adaptés, vu la délibération du conseil municipal relative au projet de réhabilitation du square Guimalet, vu les demandes de subventions adressées aux différents organismes, considérant la nécessité de procéder à la passation d'un marché public pour la réalisation de la première tranche des travaux du projet d'aménagement du square Guimalet, considérant que le budget total estimé pour le projet est de 1 404 154,19 € TTC et que la première tranche représente une part importante de ce montant global,
Considérant l'objectif de renforcer les infrastructures locales, d'offrir des espaces de loisirs et de détente accessibles et de valoriser le patrimoine naturel de la commune, je vous demande d'autoriser le lancement de la procédure du marché public adapté pour la réalisation de la première tranche des travaux d'aménagement du square Guimalet. Ce marché public portera sur les premiers aménagements du site. Le coût estimé pour cette première tranche de travaux est en cours d'évaluation. Le maire est autorisé à procéder à la publication de l'appel d'offres et à signer le marché public adapté avec l'entreprise sélectionnée. Il pourra également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des travaux et la gestion financière du projet en lien avec les subventions obtenues. Je vous demande que Monsieur le maire puisse assurer un suivi régulier de l'avancement des travaux et tienne le conseil municipal informé des principales étapes et ajustements nécessaires. Voilà, alors comme le projet, tout le monde l'a vu le jour des vœux du maire, évidemment il sera sur 2, 3, voire 4 phases, vu le montant global, vous l'avez tous compris. Et donc cette année, nous souhaitons lancer le marché et lancer une première étape de travaux. Nous verrons ensuite avec le maître d'œuvre comment on s'organise, parce qu'évidemment il y aura les contraintes sur la fermeture du square, l'organisation des festivités, etc. L'important est pour l'instant de lancer le marché public pour avancer sur ce dossier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, le projet, vous m'excusez, je n'étais pas au feu du maire. J'étais en vacances. Mais le projet, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, il devait y avoir, en fonction de ce qui se passe, de ce qui avait été fait à Poyestre, hein, vous étudiez un projet. Et ce projet, j'y étais pas, hein, et ce projet consiste en quoi exactement? Alors le projet... Vous alliez quand même une esquisse? Non mais bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc le projet, c'est la réhabilitation complète du square, en démarrant par les réseaux, déjà, réseau humide, réseau sec, le pluvial, bien sûr, la démolition du bâtiment qui avait été acheté donc, sur l'entrée à gauche, la création de stationnement côté avenue Jonker, la création de stationnement sur le fond, également, côté terrain de pétanque, l'aménagement d'une scène en dur, l'aménagement d'une buvette en dur, la construction de nouveaux sanitaires, donc avec bien sûr des sanitaires PMR, etc. L'aménagement d'un cheminement piéton de part et d'autre avec de la revégétalisation, des lieux d'ombrage, comment on pourrait dire, de fraîcheur, des îlots de fraîcheur, avec des bancs, etc. Qu'est-ce que j'oublie? Des jeux pour enfants, pour tout âge, donc maternelle, primaire, ado. On a à peu près fait le tour, voilà. Et dans la dernière phase, un pump track. Voilà. Et l'accès qui sera également relié via le terrain que nous avions acheté sur la rue de Roubaud. Tout à fait. Un accès via la rue de Roubaud, qui serait surtout un accès technique pour les traiteurs, les sonos et les bénévoles des associations qui organisent des animations, puisqu'il arriverait directement derrière la scène. Voilà. Tout ça avec des caméras vidéosurveillance. Je ne peux pas oublier. Tout à fait. Oui, pardon, et je savais que j'avais oublié une précision. Les arbres existants sont maintenus. Oui. Voilà, oui. tout est fait autour et en améliorant et en créant de nouveaux espaces, de nouveaux îlots de fraîcheur, mais tout en maintenant l'existant. La statue est déplacée, mais elle est maintenue aussi. Voilà. Mais je pense qu'on peut vous envoyer la vidéo, Monsieur Joubert. La vidéo a été mise au lendemain. Non mais elle a été sur les réseaux. Elle a été, je comprends. Non, mais elle a été partagée effectivement, donc elle est consultable. La population l'a vue, donc il n'y a pas de raison. On peut l'envoyer par mail. Qui souhaite la voir? Vous l'aviez vu? Vous l'aviez vu? On l'envoie à Monsieur Joubert par mail la vidéo. Il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, parce que c'est vraiment une mise en situation. On a déjà l'impression d'avancer dans le square. On reconnaît quelques têtes assises sur les bancs. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le lancement, surtout, du marché public, de la procédure du marché public? Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie.
Le point numéro 19, l'installation d'une double borne de recharge électrique pour les véhicules. Monsieur Moulin. Alors merci Monsieur le maire, donc vous allez m'excuser, d'habitude je synthétise les points que j'aborde, mais là je ne peux pas synthétiser, donc je vais vous le lire en complet, donc vous allez bien patienter et m'écouter attentivement. Comme il va parler des recharges électriques, au moins vous êtes au courant. Donc exactement, j'allais en venir justement. Donc dans le cadre de la transition énergétique de la politique du développement durable, la commune de Ponteilla-Nils, j'insiste Monsieur Poulpinet qu'on mette Nils à chaque fois, souhaite s'engager dans la plantation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. L'installation d'une double borne de recharge est une réponse à la demande croissante d'infrastructures de recharge et s'inscrit dans la politique de modernisation des équipements publics. Le projet sera réalisé en partenariat avec le CIDEL 66 en collaboration avec Perpignan Métropole et dans le respect des conditions définies par la convention tripartite qui sera signée entre ces parties. Le projet consiste en l'installation d'une double borne de recharge électrique, dont une PMR, sur le domaine public de la commune de Ponteilla-Nils. Cette installation permettra de répondre aux besoins des usagers de véhicules électriques en offrant une solution de recharge accessible à tous, en particulier pour les riverains et les visiteurs de la commune. Les caractéristiques techniques de l'installation sont les suivantes. Donc une borne de recharge double, dont une PMR, une recharge simultanée de 2 véhicules électriques. L'emplacement précis sera défini dans le respect des normes de sécurité et d'accessibilité. Le raccordement au réseau électrique sera effectué selon les normes en vigueur, en étroite coordination avec le CIDEL 66 et le gestionnaire du réseau. Alors les conditions financières, c'est là que c'est très important, il faut écouter. Il est précisé que l'installation de la borne de recharge n'engendrera aucun reste à charge pour la commune de Ponteilla-Nils, conformément aux conditions techniques et financières définies dans le cadre de la convention tripartite. Les frais relatifs à l'installation, au raccordement, à l'entretien seront couverts par le CIDEL 66, qui prendra en charge l'ensemble des coûts liés à l'infrastructure. Cette prise en charge comprend les aspects techniques, les frais d'installation ainsi que la gestion de l'équipement à travers un contrat de maintenance. Il sera proposé au conseil municipal de la commune de Ponteilla-Nils d'adopter la convention tripartite entre Perpignan Méditerranée Métropole, le CIDEL 66, pour l'installation de la gestion de la double borne de recharge électrique. La délibération inclura les éléments suivants: l'acceptation du projet d'installation, l'approbation de la convention tripartite d'occupation du domaine public et la validation des conditions de mise en œuvre de la gestion et de l'infrastructure. Merci de votre attention. Alors, il faut savoir que, bon, évidemment, vous avez tous compris que le CIDEL avec Perpignan Méditerranée Métropole propose ce genre d'installation qui ne coûtera rien à la commune. Et si on a saisi cette occasion, c'est parce que cela se développe. Moi, je peux déjà vous citer, à minima, 5 véhicules que je vois tous les soirs branchés en train de se charger, avec le fil qui sort par la fenêtre et le véhicule qui est sur le domaine public. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand les trottinettes sont sorties. Les choses ne sont pas claires, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais j'imagine qu'à un moment donné, il risque d'y avoir des règles un peu plus précises, surtout en termes de sécurité et de risque. Et quoi qu'en pensent les riverains concernés, peut-être qu'à un moment donné, il sera compliqué de recharger sa voiture en faisant sortir le fil électrique par la fenêtre qui traverse la rue avant d'arriver au véhicule. Donc là, c'est très 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 limite et très dangereux. Bon, pour l'instant, il y a une souplesse, on laisse un peu faire, mais effectivement, ça va se développer. Enfin, on peut espérer en tout cas que les véhicules électriques se développent. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va installer ces 2 bornes, qu'à terme, on envisagera d'en installer d'autres, y compris sur Nils à un moment donné, et que les gens, de cette façon, pourront aller recharger sur les bornes et non pas un peu comme ça, de façon sauvage. Parce que quand je dis ça, ils sont devant chez eux, certes, mais ils sont en cœur de ville, ils n'ont ni garage ni jardin. Voilà. Et sur le domaine public. Et sur le domaine public. Donc c'est les bornes qui seront certainement dans des zones où il y a un parking. Alors, c'est assez complexe à installer parce qu'effectivement, vous l'avez compris, il y a la nécessité d'avoir 2 bornes. En tout cas, pour la première, on ne peut pas la faire sans avoir une borne classique et une borne accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, il faut assez d'espace. Il faut aussi que l'arrivée électrique ne soit pas trop loin et il faut aussi qu'on soit proche du cœur de ville.
Sinon, on n'a aucun intérêt. Aller installer une borne électrique aujourd'hui, par exemple, à l'école Gaudi, je ne vois pas l'intérêt. Les gens qui sont autour, ils ont des jardins, ils ont des espaces extérieurs. Donc là, l'installation va se faire à proximité des hangars municipaux, ce qui est proche du cœur de ville. Mais c'était difficile de faire autrement parce qu'on a imaginé la place du foyer rural, en fait la place PMR, elle ne pouvait pas être complètement à l'horizontale, donc c'était compliqué. Sur l'avenue Jonker, on avait imaginé aussi, mais les places étaient l'une derrière l'autre, c'était pas possible non plus. Donc là, les 2 premières bornes seront installées à proximité des ateliers municipaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet? Non? Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des affaires diverses à aborder? Attendez, monsieur Jobert, vous voulez poser une question? Non, je veux dire, les bornes, Oui. c'est très bien. Et une fois que la voiture est branchée, quand elle est chargée, il faut quand même que le propriétaire de la voiture vienne pour enlever la prise et que quelqu'un d'autre... Alors je pense que, que ça marchera avec une application, déjà pour payer, etc. Oui. Et je pense que quand la voiture elle sera chargée, comme c'est chez moi, la voiture elle sera chargée, l'utilisateur de la borne recevra une notification comme quoi elle est chargée, qu'il peut venir retirer son voiture. Il recevra une notification, mais s'il ne va pas la récupérer, il continuera à payer. Ça, c'est le problème. Voilà, et il continuera, si c'est chargé, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Après, c'est à l'exploitant de rentabiliser ses bornes. Hein. Tout à fait. Donc c'est à eux de voir, de mettre en place des systèmes. C'était pas pour rentabiliser, c'était pour... Non, pour libérer les places. Oui, non, mais qu'il puisse y avoir... De rentabiliser, ça vient en libérant les places, obligatoirement. Si vous le faites gratuit... Ah non, c'est pas gratuit. Le SIDEM, il vous le fait gratuit. L'installation, oui. Pourquoi il vous le fait gratuit? Parce que lui, ça va le rapporter. Ah bah oui, non, mais complètement. À noter également, c'est vrai, M. Moulin me rappelle qu'à noter également qu'il y aura à terme des bornes de recharge électrique sur les places de stationnement du magasin Utile également, qui sont prévues. Voilà. Donc là, c'est plus quand les gens vont faire leurs courses, etc. Mais ça n'empêche pas un riverain d'aller recharger à cet endroit-là. Voilà. Et les arbres, excusez-moi, mais les arbres du magasin Utile, les arbres qui sont en place, ils vont rester aussi? Non, pas forcément. Ouais, je sais. À notre grand désarroi aussi, on a tout tenté, on a fait refaire les plans plusieurs fois. Et l'accès, la problématique, c'était l'accès nécessaire pour les livraisons avec les semi-remorques, etc. L'accès au rond-point, où le département nous a fait recommencer les plans, parce qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait plusieurs sorties sur... Ouais, voilà, ouais. Pour des raisons de dangerosité, quelqu'un pouvait repartir et de sortir. Ouais. Il y en avait un en pleine chambre froide. Non, mais c'est vraiment... Certains freins. Et qu'on se retourne, mais c'est pas possible. Là aussi, Monsieur Jobert, de la même façon, puisque ça a été projeté aussi le jour des vœux, on peut aussi faire suivre le plan. Non, c'est bon. Non, mais parce que... Oui, non, mais vous... Oui, non, mais vous verrez la conception, l'entrée, la sortie du rond-point, etc. Non, c'est intéressant. Comme maintenant, j'ai l'occasion de passer à vitesse réduite, je le verrai bien. Comme dit Jocelyne Fréville. Et comme dit Madame Fréville aussi, il y a des replantations aussi de... Oui, tout à fait. De végétation. Pardon. Oui, merci. Oui, il y a de la végétalisation qui est faite sur le projet, mais pas que. Puisqu'on a aussi demandé une compensation, donc le porteur du projet nous fournira également des plans pour replanter ailleurs, c'est vrai. Merci. Bon, ils ont moins de 40 ans, ces arbres. Il y a des chances. Bon, dans 40 ans, je ne verrai pas ce qu'on a planté. Les affaires diverses, est-ce qu'il y a des interventions, mesdames, messieurs les adjoints? Alors, Monsieur Moulin, oui. J'ai juste une annonce à vous faire que j'ai eue tout à l'heure, au tout début du conseil municipal, c'est que l'école, 2 élèves de l'école de l'oncle Jules en classe de CM1 ont été sélectionnés pour la finale des mini-tocs. Donc la finale des mini-tocs, c'est un projet qui est porté par les animateurs de l'école qui répondent à des exigences au niveau de la cuisine culinaire et qui est parrainé par la CCI et les toques blanches du Roussillon. Donc on avait eu une première année, au début de mandat je pense, et là on a donc grande surprise et très content, on a 2 élèves de CM1 qui sont en finale sur la commune de Pontiac. Donc c'est vers la presse qui va
Il va être pour la remise qui sera, j'ai dit tout à l'heure, au mois de mai, le 7 mai ou quelque chose comme ça. Au lycée Christian Bourquin, c'est ça? Alors non, le 7 mai, les résultats seront au théâtre Jean-Pierre de Canet-Roussillon. D'accord. Mais la finale se fera le 24 avril au lycée Bourquin d'Argelès. Le challenge était organisé par le CIM. Et le CIM Méditerranée qui est porteur du projet, bien entendu. D'autres interventions? Non? Non plus? Une autre, moi, si vous me permettez. M. Jobert l'a fait remarquer à un judicieux, personne n'a entendu. On a fait des contrôles routiers cette semaine sur la commune, tout le monde a été content. Je vais vous dire, Apparemment. moi quand j'ai vu les photos, j'ai rigolé. Pourquoi? Vous êtes sur le terre-plein central, Oui. À hauteur de l'entrée du cimetière. Oui. Il y en a 4 en arrière, puis il y en a un qui est au milieu. Et il y a la voiture qui arrive finalement de Non, l'avenue Marianne. elle n'a pas le temps de freiner. Quand elle les voit, c'est trop tard. Le chiffre a été donné. Monsieur Jobert, je peux vous dire, j'y suis allé à plusieurs reprises. J'ai eu l'occasion de tester l'appareil. C'est quoi le but de dire... de se faire voir. Un peu mieux. Non, à la base, la police nationale, police municipale, la gendarmerie, ils ne sont pas là pour se cacher. Ils sont là pour faire de la... Non, mais ce que... Je suis d'accord. Moi, quelqu'un qui se cache derrière, on peut le faire. Hein. On va mettre des fourrés, on va se cacher derrière. Ah ben, et déjà avec les caméras, on va prendre tout le monde. Déjà avec les caméras. C'est pas le but. Le but, c'est de se faire voir, que les gens ils voient qu'il y a une présence policière, qu'il y a des contrôles qui sont effectués. Donc voilà, on va pas se cacher. Je vois pas. Non, mais quand ils arrivent vite, j'allais le dire, donc pour avoir testé l'appareil, pour voir aussi, parce qu'il y a deux choses. Ce qui est intéressant déjà, c'est de se dire que des fois, il y a le ressenti du piéton qui est faux. On avait effectué des contrôles avenue de Perpignan quand les gens arrivent de Canoës et donc j'ai voulu tester l'appareil et je dis aux policiers municipaux, là le gars il arrive vite. Et en fait quand je regarde le chiffre, ben non, il n'arrivait pas si vite que ça. Donc en fait le ressenti d'un piéton aussi il peut être troublant et faux. À l'inverse, quand ils arrivent vite, ben, même si le policier est au milieu de l'îlot central, c'est trop tard. Hein. Le chiffre il était sur le radar et même s'il freine, c'est trop tard. Hein. Alors, bien entendu, c'est en coopération avec la police mutualisée de Canoës, puisque c'est eux qui ont l'appareil de mesure, hein, nous on n'en a pas, mais il est mutualisé avec les 3 communes, hein, Poyès, Canoës et Ponteilla et Loupière, bien entendu. Voilà. Et en parlant de vitesse, je voudrais rappeler, je ne sais pas si monsieur le maire a peut-être vous en parler, c'est que la traverse du Soleil, elle se dégrade, on le voit, hein, la traverse, parce que la déviation de la route du Soleil, elle est par l'Auriga. Elle n'est pas par la petite traverse qui longe la piste cyclable. Cette traverse-là, qui n'est ni de poule, etc., moi, limite, j'avais envie de dire, c'est pas plus mal. Pourquoi? Je m'explique. Bon, ils sont un peu importants. Parce que ça fait ralentir les gens. Ah bien, je suis d'accord. C'est bien de tenir ses propos. Mais je les tiens parce que c'est la réalité. Maintenant, il y en a beaucoup. J'y étais sur place, j'ai été voir, et effectivement, les services techniques, je peux vous dire qu'ils y ont été combien de fois? 3 fois. Ben oui, pour il a plu. Non, alors là, ce qu'il est important de rappeler, parce qu'on a, depuis 2 semaines, on a tous les jours, des appels et des mails. Il faut que les habitants de Ponteilla-Nils, mais pas seulement, parce qu'on a des appels et des mails de Trouillas, de Fourques, etc., comprennent que les travaux qui sont effectués à l'entrée de Canoës, qui ont fait que la route est fermée jusqu'à fin avril, ont été diligentés par le département suite à la demande de la commune de Canoës, et que nous n'avons été informés que 10 jours avant la fermeture, et qu'on nous a imposé une déviation. Cette déviation par la route du Soleil est bien une déviation par la route du Soleil, comme l'a dit M. Moulin, c'est-à-dire jusqu'au domaine Loriga pour rejoindre le grand axe qui va de Tuire à Perpignan, et non pas par la traverse qui longe la piste cyclable, l'ancienne voie ferrée, qui n'est qu'un chemin communal, et dont nous sommes, nous, en ce moment, municipalité de Ponteilla-Nils, totalement victimes d'un usage exagéré et que nous allons devoir mettre je ne sais combien de milliers d'euros quand les travaux seront finis, alors que cette route, elle n'était jamais utilisée. Et en ce moment, sur les 7000 véhicules qui traversent Ponteilla habituellement, je pense qu'il y en a au moins la moitié qui prend ce chemin communal qui n'est pas la déviation. Je me suis même posé la question il y a une semaine, si on ne la fermait pas, si on ne mettait pas interdit sauf riverain avec la police municipale en place pour verbaliser tous ceux qui l'empruntaient. C'est vraiment un scandale que les gens empruntent cette traverse pour
un itinéraire qui n'est pas celui indiqué comme déviation par le département. Donc, nous ne pouvons pas répondre à vos sollicitations, nous ne pouvons pas aller boucher les trous tous les 4 matins, ça n'est pas possible. Et le département ne viendra pas nous donner 1 euro, une fois les travaux finis, pour remettre en état cette route pour laquelle nous n'imaginions pas ce passage-là pendant 3 mois. Donc, les panneaux, ils sont bien en place, il faut suivre la déviation et il ne faut pas emprunter la traverse. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre solution. Et encore moins, rouler sur la piste cyclable, comme certains font. Donc ça veut dire aussi que quand même la commune de Canoës aurait dû aviser la commune de Pontéa qu'elle allait faire ses travaux pour que vous puissiez éventuellement... Ah mais... Oui. Il semblerait quand même que vous travaillez en coordination... Ce n'est pas mes propos, monsieur Jobert. La commune de Canoës nous a informés des travaux. 10 jours avant, vous venez de... Non, 10 jours avant, nous avons été informés de la déviation choisie. Je ne sais pas s'il n'eût pas été judicieux de dévier les gens par Nils pour remonter sur Canoës. Oui, je vais vous dire, moi, c'est tout. C'est ça la question. Je vais chercher mes petits-enfants à l'école de Canoës. Le chemin le plus court, par le Riga, ça va, à l'entrée de Canoës, là où arrivent les bus de PMM. Je prends cette traverse. Bien sûr. Mais je suis désolé de vous le dire, mais il y a un tas de personnes là qui, quand ils vont chercher leurs enfants qui arrivent du lycée de Perpignan et que le bus s'arrête à Canoës, ils passent par là plutôt que de faire des tours, le Riga ou de passer par là. Donc ceci dit, malgré tout, comme nous sommes responsables, eh bien, dès demain ou après-demain, nous allons encore reboucher les trous sur cette traverse. 7500. Malgré tout. 7500 balles. Voilà, on ne peut pas non plus... voilà, mais je recommande quand même vivement à toutes et tous de prendre la vraie déviation et de ne pas emprunter cette traverse. Parce que s'il repleut, on ne va pas aller reboucher les trous à nouveau dans 15 jours. On le fait là et on espère qu'on arrivera à l'échéance de la fin des travaux. C'est 7500 € l'enrobé sur reboucher les trous sur la totalité de cette traverse. Et on l'a déjà fait il y a 2 semaines. Là, la départementale, c'est-à-dire la vraie déviation là, qui va vers le Riga, il y a des endroits qui sont affaissés. Pourquoi? Parce qu'il y a des bus, tous les bus scolaires sont déviés par là, les poids lourds, super lourds, il y en a beaucoup qui passent par là. Mais là, par contre, eux, ils vont le prendre en charge. C'est la différence qu'il y a entre, monsieur le maire vous l'a dit tout à l'heure, le chemin communal et la départementale. Voilà. Parce qu'il y avait des aménagements qui ont été faits. Alors, je ne sais pas si les aménagements ont été faits beaucoup pour le bus qui allait sur la Bressole, au Soleil, qu'ils avaient mis en béton sur le côté pour pouvoir se croiser. Et là, il y a des endroits, je suis passé hier, là, ça s'est affaissé à certains endroits. Ils ont mis des piquets, mais bon... Donc voilà, par contre, c'est la responsabilité du département. Comme les doléances qu'on a souvent aussi, la terre qui a été mise entre Nils et Pontéa. C'est le département qui l'a mis, c'est pas la commune de Pontéa-Nils qui met des modes de terre. On ne va pas planter des tomates, c'est pas la saison. Hein, Badou? Là, il y a des travaux de prévus, hein, justement, on a reçu les informations. Le département va reprendre les accotements de Pontéa à Nils et de Nils à Poyestre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions diverses? Non? Eh bien, je vous remercie. La séance est levée. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux.